Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour l'entretien de la semaine. L'Algérie a depuis bientôt 2 décennies investi financièrement beaucoup dans la mobilisation des ressources en eau dans un pays où il faut composer souvent avec le stress hydrique, des régions arides. Comment assurer un accès équitable à l'eau potable à tous les Algériens? On en parle ce soir avec le ministre des Ressources en eau, Monsieur Hussein Nassib. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors on va un petit peu commencer de manière globale, avec une vision généraliste sur votre secteur. La Banque mondiale révélait il y a, en 2014 précisément, que le niveau des ressources renouvelables d'eau douce intérieure en Algérie était passé sous la barre des 300 mètres cubes par habitant. Est-ce que, ce soir, on vous demande, est-ce que les Algériens vivant dans un pays comme le nôtre, à climat semi-aride, devront s'adapter ou se faire tout simplement à des futures crises de l'eau? Écoutez, c'est bien d'avoir évoqué la norme ou le ratio fixé par la Banque mondiale. En fait, la Banque mondiale fixe à 1000 mètres cubes par habitant par an, disons le seuil du stress hydrique. Ça ne veut pas dire que si on est à 800, qu'on est en situation difficile. C'est-à-dire à partir de 1000 mètres cubes par habitant par an, c'est le seuil, disons, en dessous duquel on commence à évoluer vers le stress hydrique. Bon, pour notre pays, en Algérie, nous estimons que nous sommes à 500 mètres cubes par habitant et par an. Cela veut dire que nous approchons. On n'est pas dans le seuil, à un niveau critique, mais on n'est pas aussi dans une aisance. Donc les estimations de la Banque mondiale, elles sont approximatives selon vous? C'est un ratio assez significatif qui permet une moyenne. Voilà, c'est une moyenne, absolument. C'est une moyenne basée sur les modes de consommation, etc. Bon, pour revenir à ce ratio, en Algérie, nous sommes à 500 mètres cubes par habitant par an. Maintenant, je reviens à la stratégie qui a été adoptée depuis le début des années 2000. C'est à cette époque-là, on a connu une véritable crise d'eau, un stress hydrique sévère, une sécheresse sévère, associée, disons, après avoir vécu une décennie de la décennie noire, fortement caractérisée aussi par un désinvestissement public, puisqu'il n'y avait pas les moyens, on n'avait pas les moyens à l'époque. Donc, en associant donc, la conjugaison de ces deux données, donc le désinvestissement et la sécheresse qui sévissait dans la région depuis des décennies, rappelez-vous bien, a fait que nous nous sommes retrouvés dans une situation extrêmement difficile qui a amené à l'époque les pouvoirs publics à réfléchir ou à envisager l'importation de l'eau. Nous sommes très loin de ce schéma-là. Nous sommes très loin de ce schéma-là. Pourquoi ? Parce que, partant de, si je reprends encore cette référence de la Banque mondiale, donc il faut augmenter, il fallait stabiliser, ou au moins stabiliser, sinon augmenter ce ratio. Pour le faire, comme la population augmente, comme on est rentré du fait du réchauffement climatique, qui est un phénomène irréversible, qu'on le veuille ou pas, que l'humanité ne peut que peut-être ralentir le phénomène. Donc, on compose beaucoup avec cette donne dans nos stratégies. Donc, depuis, la stratégie qui a été mise en place dans le secteur, elle se basait sur l'investissement en matière de mobilisation des ressources conventionnelles et non conventionnelles. Conventionnelles, c'est-à-dire ce sont les barrages pour les eaux de surface et bien sûr les forages pour les eaux souterraines, mais aussi on est allé vers le non conventionnel. Et je dois dire... Notamment le dessalement. Notamment le dessalement. D'eau de mer. Alors, juste pour préciser un petit peu en matière de dotation en eau quotidienne par habitant, selon de nombreux spécialistes du secteur, on n'a pas une estimation très claire là-dessus. Ils parlent de stagnation de cette dotation et surtout d'inégalité d'une région à une autre de cette dotation par habitant. Je continue mon enchaînement pour vous dire que pour pouvoir se rapprocher vers ce ratio, on s'est rabattu sur les
sur les ressources non conventionnelles. Et c'est cette stratégie qui vise en fait à renforcer la mobilisation, mais à diversifier la ressource. Ça, c'est dans une optique de sécurisation. C'est pour ça qu'on est allé vers le non conventionnel, et c'est ça qui va nous permettre de revenir, d'améliorer notre ratio par rapport à la disponibilité de la ressource ou bien par rapport à notre situation vis-à-vis du seuil du stress hydrique. Il faut dire que depuis les années 2000, le secteur des ressources en eau a bénéficié de budgets importants. C'est un secteur qui a bénéficié d'une forte volonté politique. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à travers les différents programmes de développement, avait donc mis la question de l'eau comme parmi les hautes priorités du pays. Mais Parce que les enjeux étant compris, les défis auxquels l'Algérie, je dirais presque toute l'humanité, doit faire face donc à des défis importants. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que nous appartenons à une région qui est la partie de la planète la plus sèche. Justement. Est-ce qu'on va dire un jour clairement aux Algériens que cette ressource de l'eau est rare, elle est fragile, elle est difficile à produire aujourd'hui? Est-ce que vous croyez qu'on le dit suffisamment? Est-ce que les Algériens savent aujourd'hui que l'eau, eh bien, il faut la préserver et surtout ne pas la gaspiller, plus que jamais? Et puis l'autre difficulté n'est pas seulement dans l'insuffisance des précipitations, donc de la ressource, je dirais d'une façon générale. Le deuxième défi, comme même les précipitations et les ressources souterraines sont inégalement réparties. Disons, la nature les a réparties d'une façon inégale. Donc il y a des rattrapages à faire pour pouvoir résorber des déficits d'une région à une autre. Et c'est ça qui a guidé notre réflexion, notre schéma directeur au niveau du secteur des ressources en eau, pour donc mettre en place une planification de programmes d'infrastructure basés sur un réseau national hydraulique qui a pour objectif de mobiliser donc la ressource, mais également d'interconnecter les barrages, de faire des grands transferts pour pouvoir donc soutenir les régions en difficulté. Les exemples sont nombreux. Si vous voyez par notamment exemple le plus édifiant avec le transfert de Ain Salah. Le transfert de Ain Salah Tamanrasset, le grand et justement, transfert. à quel point, pour répondre à cette question, on va passer à la suite donc, des questions. À quel point on a réussi aujourd'hui à rattraper à gommer ces inégalités entre les régions avec la diversification des installations et des infrastructures hydrauliques? Nous avons accompli un pas très important. Nous avons accompli des progrès très importants dans ce domaine. C'est bien que quand vous regardez la configuration du schéma national hydraulique aujourd'hui, il y a donc un certain nombre d'ouvrages, de barrages. Aujourd'hui, il y a le dessalement aussi. Alors, beaucoup d'infrastructures sont interconnectées entre elles, soit au niveau du même bassin hydrographique, et nous envisageons pour plus tard, toujours dans une optique de sécurisation en matière de la disponibilité de la ressource, c'est d'interconnecter les bassins des interconnexions entre bassins hydrographiques. Ça, c'est un schéma aussi que nous sommes en train de développer. C'est pour vous dire que aujourd'hui, on n'a pas une idée en fait chiffrée sur la chose en matière de ratio d'eau quotidienne par région, par wilaya. Écoutez, nous avons franchi, comme je vous disais, des pas extraordinaires. Aujourd'hui, nous mobilisons par année environ 10,5 milliards de mètres cubes. Nous mobilisons quotidiennement près de 10 millions de mètres cubes d'eau potable. C'est des pas qu'on a franchi, des pas extraordinaires. Alors, des barrages remplis à un peu plus de 50% de leur capacité de stockage. Nous sommes à une moyenne de remplissage de 500 millions de mètres cubes. Vous avez dit que nous passerons avec cela un été plus ou moins confortable, mais nous dépendrons tout de même de l'abondance de la pluviométrie entre janvier et mars de l'année en cours. C'est-à-dire que nous ne sommes pas à l'abri d'un stress hydrique pour l'été. Est-ce que c'est bien cela, Monsieur le Ministre? Écoutez, nous sommes en train de préparer la saison estivale
cette année 2018. Nous avons mis en place l'organisation qu'il faut. Nous avons dégagé des moyens. Et nous sommes en train de suivre d'une façon permanente l'évolution des programmes, des mesures qui ont été prises au niveau central et celles au niveau local. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, le travail, il y a 10 ans, nous travaillons sur deux fronts. Il y a l'amélioration des capacités de gestion du service public lui-même de l'eau potable à travers l'Algérienne des eaux, à travers également les sociétés par action qui ont CEAL, CEORA Oran, CEAQUA Constantine. Et nous apportons aussi un soutien technique aux communes qui ne relèvent pas de l'ADE. Elles sont au nombre de 567 pour qu'elles puissent donc mener à bien leur mission. Alors vous la préparez comment cette saison estivale pour ne plus revivre les situations qu'on a pu connaître l'an dernier? Oui, en matière de service public, nous sommes en train de la renforcer avec des moyens. Nous avons réajusté dans certains cas l'organisation locale. Nous avons aussi acquis un certain nombre, disons, d'outillages. Enfin, nous sommes en train de mettre en place les stocks de pièces de rechange, de pompes, de produits de traitement. En matière de maintenance, vous voulez dire? Bien sûr, ça c'est le service public. Maintenant, sur le plan de l'investissement, nous avons un certain nombre de projets importants. Nous sommes en train donc d'y veiller, nous sommes en train de les suivre pratiquement tous les jours pour pouvoir livrer ces projets avant Ramadan. Je l'ai déclaré plusieurs fois. Oui. Je peux vous citer quelques-uns. Parce que c'est des projets importants dont vont bénéficier plus de 3 millions d'Algériens. Nous avons, sur la partie ouest, nous avons le transfert de dessalement de la station de Al-Maqta' vers la wilaya de Mascara. Mascara qui a connu l'été passé difficile l'an dernier. Oui, elle a connu quelques perturbations. Nous sommes en train également de parachever le transfert du Maou vers la wilaya de Rilizane. Nous sommes aussi sur la partie centre, en train, pour terminer aussi le transfert de Tilsdit, un barrage qui se trouve à Bouira, sur toute la daïra de Mansoura, qui a connu aussi une situation très difficile les années passées. Nous allons donc terminer ce projet. Nous avons aussi le transfert du barrage de Téchihaf vers le nord de Borj. J'évoque ces régions parce qu'elles ont connu des situations précisément, ce sont exactement difficiles. Les régions qui ont connu au nord de Borj, la situation était extrêmement difficile. La seule solution l'été passé était de mobiliser le maximum de camions-citernes, parce que même la ressource souterraine est presque inexistante. Nous avons aussi, pour la wilaya de Sétif, nous allons mettre en service, Inch'Allah, le transfert du barrage de Mawan, qui va alimenter Sétif, l'Elma, et quelques communes comme Ain Abbassa et quelques communes environnantes pour plus de 600 000 habitants. Nous avons aussi à Bouagui un grand transfert à partir du barrage d'Orkis. Voilà encore une wilaya qui a connu un déficit important du fait du recul des précipitations depuis quelques années dans cette région. Et elle-même est alimentée par le barrage de Indalia qui se trouve à Sougaras, lequel barrage a connu un niveau historiquement bas. Oui. D'accord. Alors, à partir de Ramadan, nous pensons d'ici avril, Inch'Allah, on va pouvoir mettre en service tout ce système qui va couvrir tous les besoins de cette wilaya. Alors, est-ce que, justement, vous avez souvent parlé des défauts de réception des projets à cause notamment du manque d'expérience des sociétés, des entreprises de réalisation? Vous avez souvent évoqué cela, et ce qui a retardé souvent la réception de nombre de réalisations dans le secteur, dans votre département. Non, ce n'est pas un problème majeur dans le secteur. Bon, il arrive que... Vous l'avez en tout cas évoqué. Je l'ai évoqué. Et je l'ai évoqué dans certaines wilayas, quand on trouve des entreprises, effectivement, parfois il y a des entreprises qui ne respectent pas leur engagement contractuel. C'est normal, il faut Cela a pu donner aussi des contrats donc publics, des appels d'offres infructueux, vous en avez aussi parlé. Donc il y a aussi un problème à ce niveau-là pour réceptionner des réalisations importantes pour placer tout ce système dont vous parlez. Nous veillons dans tout le processus de réalisation à ce que les normes soient respectées, que le travail soit fait dans les règles de l'art. Et dans les délais, surtout. Nous n'avons pas de problème, disons, il arrive que parfois, il arrive
Parce que dans un chantier, dans un projet, il arrive qu'il y ait disons des choses qui ne sont pas faites correctement, mais nous avons un dispositif de contrôle technique, etc. Et on va tout de suite, disons, pour remédier à ça. Je continue pour dire aussi que pour la saison estivale prochaine, je reviens vers Sétif. J'ai oublié un projet, c'est celui de Oued-el-Berd, qui va également soutenir et renforcer l'alimentation en eau potable pour la ville de Sétif. Nous avons aussi donc au niveau des hauts plateaux de l'Ouest, au niveau de Naama, nous avons un très grand transfert. C'est le transfert de Chott el-Gharbi, oui, qui est un transfert qui est conçu pour transférer 40 millions de mètres cubes an, qui va donc servir à renforcer l'eau potable dans la wilaya de Naama, le sud de Tlemcen et le sud de Sidi Bel Abbès. Il va servir également à l'irrigation donc de périmètres irrigués. Alors, même lorsque l'eau est disponible, Monsieur le Ministre, et lorsque il y a tout de même des coupures, l'Algérienne des eaux est souvent pointée du doigt pour sa gestion de ces situations-là avec les populations. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez à dire sur cela? Écoutez, l'Algérienne des eaux, c'est vrai que la marge de progression en ce qui concerne la qualité du service public reste quand même relativement importante. Mais l'Algérienne des eaux a quand même capitalisé une expérience. Maintenant, à sa décharge, l'Algérienne des eaux a hérité des réseaux de communes qui, pour la plupart, sont dans un état vétuste et parfois, et dans la plupart des cas, ne répondent pas aux normes. Nous avons engagé un large programme de rénovation des réseaux de distribution pour pouvoir améliorer donc le service public. Et nous sommes en train d'avancer dans ce programme. Nous avons actuellement un programme sur 17 villes. Nous allons encore lancer sur une douzaine de villes. Nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Intérieur aussi sur les PCD pour pouvoir améliorer et rénover les réseaux de distribution d'eau potable dans les petites agglomérations, dans le monde rural, etc. C'est pour vous dire, c'est un grand chantier. Est-ce que ça ne vient pas aussi d'un manque de communication? Lorsqu'il y a des coupures, notamment pour rénovation, l'Algérienne des eaux ne communique pas forcément en temps réel. Je peux vous dire que, parce que l'Algérienne des eaux est redéployée en unité dans 44 wilayas. Il arrive que peut-être, dans un cas comme dans un autre, ils ont un service de communication, ils ont un CATO aussi qui reçoit les appels, donc un centre d'appel. Il arrive que peut-être que l'opérateur en lui-même ou le responsable concerné n'a pas fait ce qu'il fallait faire au temps opportun. Mais disons que l'Algérienne des eaux, en dépit de toutes ces contraintes et de toutes ces difficultés, fait le maximum pour essayer de servir au mieux l'usager. Alors un mot rapidement, puisque vous l'avez évoqué, sur les camions citernes. Cela a favorisé l'émergence des colporteurs de l'eau. L'eau coûte, la citerne coûte entre 1000 et 1500 dinars l'unité, et parfois les habitants ont dénoncé une qualité de l'eau douteuse. Est-ce que vous avez un contrôle sur cette activité? Écoutez, cette activité est régie par un texte réglementaire. Dans le texte réglementaire, il y a un certain nombre de conditions. Un certain nombre de conditions, à commencer par les analyses. D'abord, il faut localiser la source d'approvisionnement, l'identifier et faire les analyses nécessaires. Et il y a un contrôle régulier qui est fait. Et puis un certain nombre de conditions pour pouvoir accéder à cette autorisation qui est délivrée par M. Louali. Ça, c'est sur le papier. Dans la réalité? Non, il faut d'abord encadrer réglementairement cette activité. Maintenant, dans la réalité, je peux vous dire que est-ce qu'ils sont contrôlés systématiquement? Ça, c'est... nous, on n'a pas les moyens de... Disons, on n'a pas les moyens de pouvoir contrôler tout le monde à travers le territoire national, sachant que pendant la saison estivale, c'est vrai, là où il y a un déficit en eau, il y a des gens qui profitent pour pouvoir donc développer ce commerce. Oui. Mais
je le dis encore, la réglementation elle est claire, elle a fixé les normes, mais il y a un manque de contrôle, vous le déplorez ce soir. Je peux dire que on gagnerait à sévir davantage pour pouvoir faire respecter les normes. Alors, jusqu'à 30% de la production totale de l'eau est annuellement perdue, vous l'avez vous-même déclaré, à cause notamment d'infrastructures de transport et de distribution défectueuses. C'est un seuil assez élevé pour un pays comme le nôtre. Comment définitivement, ou du moins réduire ce seuil vers le bas? Écoutez, nous avons une moyenne nationale. Notre réseau est fuyard à hauteur de 30%. Ça, c'est une moyenne nationale. Ouais. C'est beaucoup parce que pour un pays, on l'a rappelé au début du débat, c'est un pays qui n'est pas riche en eau, donc nous avons tout intérêt à agir de telle sorte à faire de l'économie de l'eau, disons, quelque chose, un objectif central. Oui. Sur les 30%, nous sommes en train de travailler, je l'ai rappelé tout à l'heure, nous sommes en train de réhabiliter les réseaux et nous sommes en train aussi de renforcer les capacités d'intervention sur ce qui est du curatif, c'est-à-dire ce qu'on répare tous les jours. Parce que quand on rénove un réseau totalement, ça fait partie disons, du préventif. C'est un réseau neuf. Dans tous les réseaux neufs, nous avons introduit aussi la télégestion pour pouvoir mieux gérer et améliorer le service public. Mais je peux vous dire que depuis une dizaine d'années, nous sommes en train d'évoluer avec un rythme, disons, autour de 2000 km/h. Nous avons comme objectif dans le secteur d'atteindre le seuil de 18% à l'horizon 2030. Donc c'est un travail qui doit se faire sur plusieurs années. Chaque année, on doit progresser, mais on doit également parallèlement renforcer les moyens et les capacités d'intervention sur le réseau existant dans le cadre du service public pour essayer de limiter ces fuites. Les branchements illicites, c'est devenu un véritable fléau. Je dois le dire, c'est un véritable fléau. Il représente un taux important. Il représente un taux important. Il est de combien ce taux? Il varie entre... on n'a pas de paramètres objectifs précis, mais selon les enquêtes que nous avons lancées ici et là, on l'estime autour de 10 à 15%. C'est beaucoup. C'est des eaux donc, qui sont consommées et non facturées. Une police de l'eau? Nous avons effectivement, nous avons besoin, parmi les axes de travail sur lesquels nous sommes en train de travailler actuellement, c'est le renforcement du dispositif de la police des eaux. Parce que la police des eaux, elle a beaucoup à faire, non seulement sur cet aspect-là, mais la police des eaux, elle a également d'autres missions encore importantes. C'est ce que nécessite aujourd'hui de renforcer ce corps, disons cette catégorie de fonctionnaires, oui, pour qu'ils puissent mener à bien et imposer l'autorité de l'État dans ce domaine, de la puissance publique. On va parler un petit peu des réalisations, vous l'avez évoqué en début de l'émission, les grandes réalisations. Si vous permettez, pour terminer sur ce dernier point, je dois vous dire quand même, c'est pour vous dire, que nous avons engagé une opération à l'échelle nationale, en relation avec M. Louali et les autorités locales, et nous sommes en train de progresser également sur ce point-là. Nous avons déjà éliminé plus de 10 000 branchements illicites cette année, et nous sommes en train, et nous sommes allés jusqu'à traduire en justice plus de 2000 cas. 3000 presque, oui. Presque. 3000 cas. Oui, presque. C'est un début. C'est un début, mais nous faisons aussi un travail de sensibilisation à travers les radios locales, à travers les moyens de communication des différentes unités, de CEAL, de CEOR, etc. Donc il y a un travail de sensibilisation à faire aussi. Très bien. Parce qu'un branchement illicite, au sens de la loi, est une atteinte au domaine public. C'est du vol. Est une atteinte au domaine public, pour ne pas dire le vol, voilà, tout simplement. Alors d'ici 2019, 84 barrages seront en fonctionnement. Clairement, quelles seront les régions qui ne souffriront plus du stress hydrique grâce à ces barrages? Écoutez, nous avons... Ces nouveaux barrages qui seront réceptionnés, bien sûr. Au début des années 2000, nous avions
44 barrages pour une capacité de 3,5 milliards à peu près de mètres cubes. Aujourd'hui, nous avons 78 barrages. Dans moins d'un mois, on va encore réceptionner 2 autres barrages. On va être à 80 barrages. On va approcher le cap des 8,5 milliards. Mesurez le progrès accompli depuis le début des années 2000. Et ça, je le dis, depuis donc, les différents plans de développement qu'a connu l'Algérie depuis le début des années 2000, et sous l'impulsion et l'autorité de M. le Président de la République, qui a su placer l'eau, qui a compris les grands défis qui nous attendent dans ce domaine, a fait que ce secteur a bénéficié de budgets conséquents, importants, ce qui a permis aujourd'hui au pays de s'éloigner un peu du spectre de la sécheresse ou du stress hydrique, comme nous l'avions vécu au début des années 2000. Nous sommes loin de ce schéma. Alors qu'est-ce qu'ils vont apporter, ces nouveaux barrages? Ces nouveaux barrages vont apporter une capacité additionnelle importante, puisque nous passons, je vous ai dit au début... Mais quels sont les wilayas concernés? Alors il y a plusieurs wilayas. Je peux vous dire, pour ne parler que des barrages qu'on vient de réceptionner, nous avons réceptionné un barrage à Ouljet Melleg, à la frontière entre Tébessas et Garas. Nous avons réceptionné un barrage à Terroriste, à Khenchla, à Soubella, à Msila. Également, récemment, enfin, il y a plus d'une année aussi, le barrage de Kefedir à Tipaza, le barrage de très bientôt, le barrage de Sklafa à Al-Rouat et le barrage de Bni Slimane à Médéa. On parle de 140 barrages d'ici 2030. L'Algérie va continuer à investir dans cette infrastructure hydraulique? Les études qu'on a menées, nous pensons atteindre 120 barrages. Grands barrages, parce que nuance, on doit faire la nuance. On parle de grands barrages. Mais peut-être que les citoyens, on n'a pas assez communiqué là-dessus, mais nous disposons aussi d'un parc national de petits barrages, qui est composé de 120 barrages, 120 petits barrages. Quand je dis petits barrages... Alors qu'est-ce qu'un petit barrage, voilà. Alors un petit barrage, c'est un barrage d'une capacité entre 500 000 m3 jusqu'à 4 millions. Ils sont généralement destinés à l'irrigation. Et nous avons une soixantaine qui sont en cours de réalisation. Sans compter les retenues collinaires également que nous sommes en train de réaliser, enfin, à travers le secteur de l'agriculture notamment. Alors en matière de dessalement d'eau de mer, nous sommes passés, et il y a eu un véritable progrès effectivement dans ce domaine en Algérie, nous sommes passés d'une capacité de 50 000 m3 jour au début des années 2000 à un peu plus de 2 millions de mètres cubes jour, avec 11 usines actuellement en service. Alors la tendance du dessalement d'eau de mer est très suivie en ce moment. L'Algérie en est pionnière en Afrique, mais les spécialistes continuent à dire que même si les coûts ont été divisés par 2, les coûts du dessalement d'eau avec cette nouvelle technique, la production de l'eau à travers cette méthode reste chère, notamment pour un pays comme le nôtre. Qu'est-ce que vous diriez ce soir? Écoutez, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je vais vous donner un exemple. Je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est vrai que la technique du dessalement, au début, c'est comme par exemple l'énergie solaire. Tout à fait au début, elle était inaccessible en termes de coût. Mais aujourd'hui, son prix a été divisé par 2 ou 3, sinon plus. Alors, la technologie évolue. La technologie évolue et elle évolue toujours dans le sens de la performance et de l'économie. C'est associé ces deux objectifs, performance et économie. Le dessalement d'il y a une vingtaine d'années ou trentaine d'années, c'est pas le même coût. Aujourd'hui, et puis il faut calculer aussi, il ne faut pas le calculer uniquement sur le plan financier. Il ne faut pas le calculer sur le plan financier, il faut aussi voir l'impact et ce qu'il apporte en termes de sécurité hydrique. Parce que dans le contexte financier que nous connaissons aujourd'hui, il faut tout de même calculer un petit peu ce que ça nous coûte. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Non, pour que les gens comprennent aussi, les stations de dessalement ne sont pas financées sur le budget de l'État.
Les stations de dessalement sont financées sur le marché financier. Ce qui est financé sur le budget de l'État, ce sont les adductions. C'est l'aval des stations. Plus, bien sûr, le soutien, l'achat de l'eau qui est soutenu. D'accord? Très bien. Alors, on avait un cas édifiant à Alger. Fallait-il faire venir... Parce que ça doit rentrer dans une vision globale, une stratégie globale. On avait le choix entre réaliser un transfert à partir de Boudouaou, une deuxième autoroute de l'eau, pour pouvoir stabiliser le H24 à l'ouest d'Alger et sécuriser la wilaya de Blida. Ce projet-là coûte aujourd'hui plus de 70 milliards de dinars en concours définitif sur le trésor public et dépendra d'une ressource aléatoire. Avec les changements climatiques et avec le barrage qui est pourvoyeur, le grand pourvoyeur d'eau pour la capitale, c'est Koudeta Serdoune qui se trouve à Bouira. Mais Koudeta Serdoune, il y a quelques années, il n'était pas très sollicité. Mais aujourd'hui, Koudeta Serdoune, vous regardez le rythme de déstockage, il est très important parce que ce barrage s'est redéployé sur 5 wilayas. Donc vous voyez, si on avait réalisé ce deuxième SPIC ou cette deuxième autoroute de l'eau, elle aurait coûté plus de 70 milliards de dinars sur le trésor public. Et sans avoir la sécurité, parce qu'elle va dépendre, bien sûr, de la pluviométrie, et comme vous le savez, avec tous les aléas climatiques, la tendance actuelle sur le plan climatique, qui impacte beaucoup les dessalement d'eau de mer, oui, mais avec des choix stratégiques. Pardon, pour comparer, je termine mon comparaison, on a opté pour une station de dessalement. Cette station de dessalement, qui va être réalisée en tant qu'investissement, elle va être réalisée sur le marché financier. Les opérateurs qui interviennent pour réaliser cet investissement, ce sont des opérateurs qui vont venir réaliser, dans le cadre du code d'investissement, un projet d'investissement en association avec un partenaire algérien, selon la règle 51-49. Rapidement, Monsieur le Ministre, puisqu'on arrive bientôt à la fin de notre émission, juste par rapport aux 2 stations de dessalement d'eau qui vont donc être réceptionnées et le dégel d'un certain nombre de projets, notamment d'assainissement, ce que tous ces projets vont apporter en matière d'apport en ressources en eau. Très rapidement, avant de vous poser la dernière question. Un impact très important. Oui. Pour la levée du gel des opérations dans le secteur de ressources en eau, nous on est concernés par l'assainissement. La levée du gel a concerné donc un grand programme estimé à plus de 90 milliards de dinars et qui porte sur des programmes de réseaux d'assainissement, de collecteurs, mais surtout de 21 grandes stations d'épuration. Et ce programme-là aura un impact significatif, très positif, d'abord sur l'environnement, sur la santé, sur la santé de l'environnement, toujours. Voilà, oui. Toujours l'environnement, et sur la protection de la ressource hydrique. Parce qu'il y a plusieurs stations qui sont dans les bassins versants de barrages, par exemple. Alors, ça c'est donc un impact très important, mais à la clé, on a à gagner autre chose aussi. C'est une ressource. Moi, je l'appelle la 4e ressource, les eaux épurées. Les eaux épurées sont une ressource importante. Aujourd'hui, des stations d'épuration, il y a un débit qui sort des stations d'épuration. En termes d'eau épurée, nous sommes arrivés à 400 millions de mètres cubes an. Quand on terminera tout ce programme, on va arriver à 1 milliard de mètres cubes an. Donc c'est une ressource. Ça, je reviens à la stratégie que j'avais évoquée tout à l'heure. Stratégie globale, donc. Stratégie globale qui repose sur un effort, disons, de mobilisation des eaux conventionnelles et non conventionnelles. Et on en arrive donc à la dernière question avec cette priorité aujourd'hui d'assurer la rentabilité de l'eau qui devient un impératif pour nous, pour l'État qui ne peut plus supporter des tarifs aussi bas. Alors vous avez parlé d'une augmentation qui ne serait pas exclue, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que dès l'année en cours ou dès l'année prochaine, les Algériens vont devoir se préparer à l'augmentation de l'eau, les tarifs de l'eau? Je dois vous dire la chose suivante. Dans notre agenda,
au niveau du secteur, donc au niveau du gouvernement, cette question-là n'est pas encore inscrite à l'ordre du jour. Oui. Je ne peux pas vous dire plus. C'est tout ce que vous pouvez dire sur la tarification de l'eau. Mais elle n'est pas exclue, Monsieur le ministre. Elle n'est pas dans l'agenda. Mais elle n'est pas exclue. Très bien. Monsieur le ministre, donc Hussein Nassib, ministre des Ressources en eau, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que le replay de l'émission vous sera proposé sur notre page Facebook. Notre invité, Canal Algérie. On se retrouve dès mercredi prochain pour un nouveau numéro de notre invité. Très bonne suite des programmes. Bonsoir.